Parfait. OK, bon. Donc, bienvenue dans cette séance d'information sur le libre accès. Aujourd'hui, on va parler du dépôt institutionnel. Cette séance sera présentée par moi. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mohamed Matlouti. Je suis le coordonnateur des axes de recherche. Euh, Pendant la session, on va faire quelques quiz. Puis c'est pas une évaluation, c'est juste pour que ça soit un peu interactif comme présentation. Euh, fait que le premier quiz, est-ce que vous avez une expérience en matière de libre accès? Fait que est-ce que vous avez déjà fait euh, une publication en libre accès, que ce soit dans une revue ou dans un dépôt institutionnel? OK. Ah, c'est 50-50. Parfait. Fait que tant mieux pour ceux qui savent déjà ou qui l'ont déjà fait. Il y a quelques mises à jour des FRQ. Je vais vous les présenter. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, vous allez voir l'importance de publication en libre accès. Donc, c'est quoi le libre accès? Donc, c'est un mouvement mondial visant à la démocratisation des savoirs issus de la recherche. Puis, il consiste à rendre accessible en ligne d'une façon illimitée, gratuite, les publications scientifiques et les données de recherche. Étant donné que euh, l- tous les citoyens cotisent ou payent pour les FRQ ou pour subventionner les recherches, ils auront le droit d'accéder à l'information gratuitement et d'une façon illimitée. Fait que c'est ça un peu la logique derrière le libre accès ou rendre les publications en libre accès. Donc, c'est quoi les avantages du libre accès? De un, ça améliore les citations des publications scientifiques et leur impact. Ça permet les collaborations élargies, que ce soit sur le plan local, national et international. Ça valorise les retombées de nos recherches auprès d'un large public, que ce soit le monde du recherche clinique ou le grand public, et la diffusion des résultats de recherche financés par les fonds publics. Donc, l'FRQ qui subventionne le CRIR et la plupart de nos recherches ont fait une mise à jour en juillet 2022. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce qu'il faut tenir, c'est qu'il y a eu trois mises à jour ou trois modifications. Donc, rendre les publications libre accès immédiat. Il y a quelques conditions qui s'appliquent, puis on va voir, il y a une date d'expiration pour ces conditions-là. Puis aussi, il faut publier sous licence ouverte. Donc, la première mise à jour, c'est que les publications doivent être rendues libres immédiatement, aussitôt qu'elle est publiée dans une revue. Juste à vous dire qu'avant juillet 2022, il y avait un embargo de 12 mois. Fait qu'après 12 mois, on les rend publiquement accessibles. Maintenant, c'est automatique. Dès que la publication est publiée, elle doit être en libre accès. La deuxième mise à jour, comme j'ai dit, c'est par rapport à une licence. Donc, au moins une version de la publication examinée par les pairs doit être diffusée sous licence ouverte. Généralement, on utilise le Creative Commons. Il y a deux types de licences généralement utilisées dans le monde de recherche, c'est le CC BY et le CC BY ND, ou une licence équivalente. Mais comme j'ai dit, la plupart, c'est le Creative Commons. On va pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour vous donner une idée, pour les licences, il y a plusieurs, pour le Common, Creative Commons, il y a comme plusieurs types ou degrés de liberté. Comme on voit ici, le CC BY, c'est la plus libre, puis le CC BY ND, elle est plus ou moins ou non libre, puis je vais vous expliquer comment euh, elle n'est pas libre. Donc, pour le CC BY, elle autorise le partage, donc copier, distribuer, communiquer par tous les moyens et sous toutes les formes. Puis, on peut adapter, faire des modifications pour toute utilisation, y compris commerciale. Pour le CC BY ND, on peut partager, mais c'est sans modification. Ici, je peux vous dire que la plupart, c'est des CC BY, mais vous avez le droit de choisir le CC BY ND. Ça fait partie du processus quand vous allez publier votre article. La troisième mise à jour, c'est qu'à partir du 1er juillet 2025, les FRQ ne remboursent plus
les frais de publication. Donc, il y avait comme deux conditions. Avant juillet 2025, les FRQ peuvent rembourser les frais de publication en libre accès dans des revues qui sont en transformation. Ça veut dire que c'est des revues à abonnement, puis ils ont pris la décision de se transformer à une revue libre accès ou une revue qui est visée par une situation d'entente de transformation. Donc, pour les articles qui vont être publiés après juillet 2025, ils ne sont pas remboursés pour ces deux conditions-là. Puis, je vais vous présenter beaucoup plus en détail les types de publications, puis comment on peut éviter les frais et tout. Donc, un petit quiz que je vais partir, c'est en lien avec les mises à jour. C'est quoi les mises à jour qui ont été exigées par les FRQ? Euh, Voilà. Est-ce que vous avez reçu le quiz ou la question? Oui. Good. Parfait. Ah, il y en a une qui a répondu. OK, donc la plupart, vous avez bien répondu, mais pour la personne qui a dit oui, il y a un embargo, puis on a libre choix de licence fermée, juste à vous dire que il n'y aura pas un embargo, donc c'est immédiatement sans embargo en libre accès. La licence ne doit pas être fermée, elle est ouverte, puis le soutien, il n'est pas illimité, il y a des conditions, puis je vais vous expliquer les conditions par la suite. Donc, on va fermer ça, puis on va continuer la présentation. Maintenant, ces mises à jour-là, ils touchent les infrastructures. Quand on parle d'infrastructure, on peut dire, par exemple, le CRIR, qui est un centre de recherche. Il faut savoir que le CRIR dépose des bilans ou des demandes de renouvellement de financement. Donc, quel que soit pour les bilans annuels ou pour les demandes de renouvellement de financement, les FRQ nous demandent le total des publications examinées par les pairs plus la proportion des publications qui ont été publiées en libre accès. Donc, ces informations-là, on doit les envoyer au FRQ pour nous évaluer. Donc, on voit ici qu'il y a une importance de la proportion des publications en libre accès qui sont prises en considération pour l'évaluation scientifique de notre centre de recherche. Donc, toujours, c'est mieux de répondre à ces exigences-là ou à ces mises à jour. Puis, il faut qu'on augmente la proportion des publications en libre accès. Ici, mettons sur le plan pratique, pour le CRIR, on voit qu'on fait bien. Il y a un bon nombre de publications. Je vous ai partagé les statistiques des 4 dernières années. Puis, vous voyez en bas la ligne pour le libre accès. On est mettant une moyenne de 63 ou 62%. Donc oui, on est en train de publier en libre accès, la proportion, elle est bonne, mais on reste quand même un peu au-dessus de la moyenne. Fait que c'est pour cette raison, c'est la responsabilité des chercheurs et des étudiants à faire des publications en libre accès pour augmenter la proportion de ces publications-là. Puis aussi, c'est une responsabilité des étudiants à publier les mémoires de maîtrise ou doctorat en dépôt institutionnel sans embargo aussi. Ceci va aider à augmenter la proportion de publications en libre accès et ça va être pris en compte dans l'évaluation du CRIR. Euh, donc ça, c'est la responsabilité des étudiants et des chercheurs. De notre côté, le CRIR, on offre des sessions drop-in comme aujourd'hui.
puis l'information est disponible sur le site internet du CRIR. Inquiétez-vous pas, je peux vous partager la, la, la présentation par la suite. Vous allez avoir tous les liens. Donc ça, c'est en ce qui concerne la responsabilité. Mais maintenant, on parle de libre accès. Comment on peut savoir si une publication, si elle est en libre accès ou s'il n'est pas en libre accès? Des fois, comme étudiant, pour rédiger notre mémoire ou notre cas théorique, on a besoin d'aller fouiller un article. Puis c'est beaucoup plus facile de comprendre ou de savoir si j'ai accès à cet article ou pas. Puis c'est un moyen qu'on utilise aussi au CRIR pour collecter les informations concernant les articles publiés par les chercheurs. On utilise le MPWOL. C'est quoi le MPWOL? C'est une extension qu'on télécharge et cette extension-là, elle reste collée dans votre Chrome ou Firefox. Puis dès qu'on introduit le nom de notre article sur Google ou sur PubMed, on va voir qu'il y a un cadenas gris ou un cadenas vert qui est ouvert. Donc, si c'est un cadenas gris qui est fermé, ça veut dire que l'article n'est pas publié en libre accès. Si c'est un cadenas vert et ouvert, ça veut dire que c'est un article qui est publié en libre accès. Même pour les chercheurs, pour être sûr qu'on a publié en libre accès, on peut aller voir nos propres articles. Euh, donc, si entre-temps, si vous n'avez pas le 1 Paywall, je vous invite à l'installer. Très facile, c'est juste une extension. Puis on va faire un petit exercice dans quelques secondes. Puis je vais finir pour le libre accès. Faites attention par rapport aux mentions. Des fois, on accède à un journal ou sur une plateforme, puis il y a une mention free access ou free to read. Ça ne veut pas dire que c'est un article qui est en libre accès ou full access, par exemple. Ça, c'est des accès pour des journaux sous abonnement. Et des fois, on passe par le réseau de notre institution ou de notre université. On pense qu'il est en libre accès, mais l'article n'est pas en libre accès. Sinon, s'il n'y a pas de mention aussi, ce n'est pas un article en libre accès. Ce qu'on veut garder pour un article en libre accès, il y aura la mention Open Access et la mention de Creative Commons. Donc, très important de garder ces informations juste pour comprendre c'est quoi un article ou si c'est un article qui est publié en libre accès. Euh, donc, si vous avez installé un paywall, l'extension, je peux vous partager même le lien. Si ce n'est pas long. Puis, on va partir un petit sondage, un petit exercice. Donc, juste installer l'extension. Puis je vais vous partager quelques noms d'articles. Puis je vais le mettre dans le quiz Flash. Donc, je vous ai mis trois noms d'articles, le titre d'article. Juste copier-coller l'article. Allez-y sur PubMed, par exemple. Ils sont disponibles sur PubMed. Puis dites-moi lequel qui n'est pas en libre accès. Il y en a deux qui sont en libre accès, puis il y en a un qui n'est pas en libre accès. On peut-tu enlever notre réponse quand j'ai cliqué par erreur sur quelque chose? Je pense pas qu'on peut modifier, Je sais pas comment. En tout cas. mais, mais tu peux me dire c'est lequel Non, mais qui je est... suis en train de travailler Ah, sur ok. ça, là, puis
J'ai cliqué par erreur, en tout cas. Ah, il n'y a Fait que pas, y a je pas, n'ai pas y a pas. choisi encore. De toute façon, je n'ai pas le nom. Je peux relancer encore le quiz. Ben, c'est Alors, correct, les autres, s'ils l'ont fait, là, ça va. OK. OK. Mais est-ce que tout le monde a installé un paywall? Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Moi, j'ai de la misère à l'installer, là. Ouais. OK. Je sais pas, ça tourne, puis ça s'installe pas. OK. Fait Pas de trouble. que je laisse les autres travailler. Ouais, OK. Moi, de mon côté, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai j'ai mis une page de Google. Est-ce que vous voyez la page? J'ai changé Oui, ouais, la on voit. présentation. OK, good. Donc, regardez, pour le premier article, on va juste le copier-coller. Puis, vous voyez ici, j'ai le cadenas qui est vert. Juste à vous dire que les extensions sont ici. Fait que le un paywall, moi, je l'ai installé. Puis, cet article, il est en libre accès. Je vais copier-coller le deuxième. Donc, on voit ici cet article, il n'est pas en libre accès parce que j'ai le cadenas qui est gris et fermé. Puis, mon troisième article, il est en libre accès. Fait que pour le quiz, le deuxième article n'est pas en libre accès. Puis, comme vous voyez, c'est comme très, très simple à utiliser comme outil de un paywall. Donc, ça va vous ici. Fermé. OK. Donc là, on parle de publication en libre accès, mais on sait qu'il y a des journaux qui offrent le libre accès, qui n'offrent pas. C'est quoi les voies de publication conformes ou les voies de publication qu'on peut suivre pour faire, nous, nos publications en libre accès où on n'a pas le droit de publier en libre accès? Euh, Fait que je vous explique ça. C'est un tableau que j'ai pris des FRQ. Puis il présente les voies de publication comme quatre voies avec quatre couleurs différentes. En ce qui concerne les voies vertes ou la voie verte, ça concerne les revues à abonnement. Généralement, c'est les revues avec un facteur d'impact qui est élevé. Puis ça, c'est la voie de dépôt institutionnel. Il n'y a aucun frais quand on publie en libre accès avec le dépôt institutionnel. Et d'ailleurs, c'est le but de notre session drop-in aujourd'hui. Il y a les voies dorées qui sont les revues en libre accès immédiat. Donc, c'est des revues qui offrent le libre accès immédiat. Il y a des dépenses pour faire les publications en libre accès, mais ces dépenses sont admissibles. Donc, les FRQ peut rembourser ces dépenses-là. Deuxième type de voie dorée, c'est les revues à abonnement. Donc, c'est les revues qu'on paye pour avoir accès. Les dépenses ne sont pas admissibles parce que tout simplement, on paye pour les frais de publication de notre article et en plus, on va payer pour abonnement pour le journal. Donc, c'est comme un double profit que le journal fait. C'est pour cette raison que les FRQ ne remboursent pas. Voix Diamant, c'est des revues en libre accès, mais ils sont sans aucun frais. Ces revues, généralement, c'est des revues avec un facteur d'impact qui n'est pas très, très élevé, puis c'est rare de les voir. Voix Orange, au début, quand on a parlé de restrictions pour les revues à abonnement en transformation ou les revues visées par une entente de transformation, fait que les FRQ étant donné qu'il y a la volonté de ces journaux ou de ces revues
pour qu'il se transforme vers un journal libre accès, les FRQ remboursent les frais de libre accès ou de publication de libre accès des chercheurs. Mais à partir du 1er juillet, si c'est un article qui est publié après le 1er juillet, les FRQ ne remboursent pas les frais. Donc, ce qu'on peut garder, c'est que on a des revues Voix dorée, on a des revues qui offrent le libre accès immédiat. On a les revues avec abonnement, mais ces revues avec abonnement, si on voit les cases en haut, il y en a une qui n'est pas admissible au remboursement, mais on peut faire un dépôt institutionnel, donc on peut, mettons, bypasser le paiement ou le système de paiement de ces revues-là. Donc, comment on peut savoir si c'est une revue qui offre le libre accès ou si c'est une revue qui offre le dépôt institutionnel ou si c'est une revue qui n'offre rien? Le FRQ a mis à notre disposition le Journal Check Tool, qui est une plateforme très très simple à utiliser. C'est une plateforme qui est offerte en anglais et en français. Fait on va juste mettre la revue, on va mettre l'organisme de financement, qui est généralement les FRQ. Puis pour l'institution, on peut mettre soit notre université ou le CRIR aussi, il existe. Euh, je vais vous partager le lien, donc vous pouvez accéder au Journal Check Tool. Voilà. Yes. Donc, quand on fait la recherche, on va voir quatre ou cinq, je vais dire, réponses ou résultats. Le premier résultat, c'est libre accès intégral. Donc, c'est une revue qui offre le libre accès. Revue en transformation. Entente de transformation. Ça, actuellement, c'est rare de les voir parce qu'à partir du 1er juillet, on ne les voit plus. Puis l'auto-archivage, ça veut dire que c'est des revues qui offrent le dépôt institutionnel. On va faire un petit exercice ensemble. Donc, allez-y sur le lien que je vous ai partagé du Journal Check Tool. Puis pour la revue, mettez le BMG Open Sport and Exercise Medicine. Organisme, on met toujours FRQ ou Université de Montréal, CRIR. Puis dites-moi, c'est quoi le résultat que vous obtenez après avoir fait cette recherche? Je vais partager les trois revues. On va commencer par la première. Est-ce que c'est correct? Vous avez accès à la plateforme? Ouais. Good. Fait que juste copier-coller, puis dites-moi c'est quoi le résultat que vous obtenez quand vous cherchez avec ces informations-là. Good, Catherine. Parfait. Donc oui, c'est une revue qui offre le libre accès intégral. Comme j'ai dit, étant donné que c'est une revue qui offre le libre accès, les FRQ vont rembourser les frais qu'on paye pour le traitement de notre publication libre accès. On va essayer avec la deuxième revue, la Rehabilitation Psychology, puis c'est ça. Juste copier-coller la revue, nom de l'organisme de financement, puis l'institution, on garde les mêmes informations, puis dites-moi c'est quoi le résultat que vous voyez. Yes, auto-archivage. Ça veut dire que généralement, euh, c'est des revues avec abonnement, mais on peut bypasser un peu le paiement de frais de libre accès avec ce genre de revue, puis on va faire un dépôt institutionnel.
ce qui va nous permettre à le faire gratuitement puis rendre nos publications en libre accès. Troisième et dernière revue, le Archive of Physical Medicine and Rehabilitation. Donc, juste copier, coller, puis dites-moi c'est quoi le résultat que vous voyez. Oui, Laurence, il n'y a pas d'option de publication conforme. Ça veut dire que, ça veut dire plusieurs choses. C'est soit que c'est en cours de transformation, comme je vous ai dit, il y a quelques mois, on le voit. C'est une revue qui est touchée par une entente, mais étant donné qu'on est proche de la date du 1er juillet, on obtient ce genre de réponse. C'est soit que c'est une revue qui n'est pas conforme tout court aux exigences ou aux mises à jour des FRQ. Fait que dans ce cas-là, si vous avez besoin de ce journal en particulier, ou de cette revue, je vous conseille de contacter la bibliothécaire pour avoir plus d'informations concernant ce journal-là. Puis, il n'y a pas que cette plateforme sur laquelle on peut vérifier les revues. On peut utiliser d'autres plateformes comme le JSC, le Open Policy Finder. Euh, on peut voir le site web de la revue. Puis aussi, toujours, je conseille de voir les bibliothécaires si jamais vous n'avez pas accès à cette information. Donc, pour revenir un peu ou pour faire une petite conclusion, il y a les voies orangées. Ça, ce n'est plus supporté, mettons, par les FRQ. Il y a la voie dorée, là où il y a une revue en libre accès. Ça coûte très, très cher. C'est très cher, 6 000 $ US environ, pour faire une publication dans des revues en libre accès en voie dorée. Puis on a dit deuxième type de voie dorée qui est les revues sous abonnement. Avec ces revues-là, ou même quelques autres revues, on peut faire la publication avec la voie verte qui est en dépôt institutionnel. Fait on sélectionne la revue qui est sous abonnement généralement, puis on va ajouter une étape pour rendre notre article accessible euh, librement accessible, on va faire un dépôt institutionnel. Donc, on va parler un peu plus en détail concernant le dépôt institutionnel, comment on va le faire, mais juste à vous dire que c'est la solution optimale. On va pas payer des frais. Puis la plupart, quand je dis la plupart des revues sous abonnement, c'est environ 70, entre 70 et 60 et 80 de ces revues sous abonnement offrent le dépôt institutionnel. Donc, c'est la solution optimale, simple, et ça nous évite de payer des frais, qu'ils soient remboursables ou non remboursables par les FRQ. Donc, c'est quoi le dépôt institutionnel? C'est un archive numérique géré par une institution, donc des universités, des organismes de recherche ou autres. Ça permet de stocker, de préserver et de rendre accessible en libre accès les publications scientifiques, thèses, rapports de recherche ou tout autre document produit par ses membres. Puis ce type de dépôt facilite la diffusion des connaissances et assure la pérennité des travaux de recherche. C'est quoi les avantages de dépôts institutionnels? Donc, il y a plusieurs avantages. Ça permet la publication des revues prestigieuses, donc avec un facteur d'impact qui est élevé. Puis, comme j'ai dit, la majorité, ils l'offrent. Ça peut arriver, c'est un peu rare que les revues ne l'offrent pas, mais généralement, ils offrent le libre accès. Donc, ça assure une accessibilité gratuite et la pérennité des publications. Ça favorise la conformité avec les politiques des organismes de financement, comme les FRQ. Ça réduit le coût d'accès et de dépôt pour les chercheurs et pour tout le monde d'ailleurs. Et surtout, ça prévient les risques liés aux prédateurs ou aux revues prédatrices. C'est pas le sujet aujourd'hui de parler de ces revues-là, mais juste à vous dire que ça existe des revues prédatrices qui sont plus ou moins pas bonnes ou fake. Donc, il exploite le modèle du libre accès pour générer des profits, sans garantir ni le processus de révision rigoureux. Ça n'offre pas un service d'édition de qualité
Puis souvent, c'est des revues avec un facteur d'impact qui est 30 heures. On voit ici le dépôt institutionnel, non seulement il est gratuit, facile, accessible, mais ça nous protège de ces revues prédatrices. Donc, OK, dépôt institutionnel, il est bon, mais comment on peut faire un dépôt institutionnel ou de quoi on aura besoin pour effectuer un dépôt institutionnel? Donc, on aura besoin toujours ou souvent de la version post-publication, le post-print. C'est la version acceptée. Donc, on a rédigé notre article, on l'a envoyé à la revue, ça a été édité ou ça a été évalué par les pairs ou par les reviewers. Puis, ils nous retournent, on fait nos modifications, on retourne l'article. Puis, quand c'est accepté ou c'est la version finale, donc c'est la version dont on aura besoin pour faire le dépôt institutionnel. Généralement, c'est une version PDF, puis je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines diapositives. Puis, deuxième chose, on aura besoin de DOI ou les Digital Object Identifier et quelques informations de notre article. Donc, généralement, euh, les chercheurs ou les étudiants vont rédiger leur article, vont l'envoyer à la revue, c'est le processus normal, puis on s'arrête là. Mais pour faire le dépôt institutionnel, on vous demande d'ajouter une étape, de prendre la version finale de votre article et de la soumettre en dépôt institutionnel. Donc, on a besoin de ça, mais comment on peut faire le dépôt institutionnel? Donc, ici, les universités, qui en général l'écrire, on a des étudiants ou des professeurs qui sont affiliés à l'UDM, McGill, Concordia et UQAM. Chaque université met à disposition des plateformes. On va les voir une après l'autre. Je vous ai laissé les liens aussi. Comme j'ai dit, vous pouvez y aller pour voir c'est quoi cette plateforme-là. Mais juste à vous dire que, inquiétez-vous pas, les politiques de libre accès des universités sont conformes aux politiques de l'organisme subventionnaire. Nous, comme j'ai dit, généralement, les FRQ. Fait qu'il n'y aura pas une différence entre les politiques des FRQ et les politiques de libre accès des universités. Toujours, si vous avez des questions, je vous réfère au bibliothécaire. C'est le spécialiste de libre accès. Donc, moi, j'aurais bien aimé vous faire une démonstration directe sur le site ou le papyrus de l'Université de Montréal. Je n'ai malheureusement pas accès, mais je vous ai fait des screenshots. Fait que si vous voulez, entre-temps, vous pouvez aller, si vous êtes de l'Université de Montréal, vous pouvez juste écrire papyrus dépôt institutionnel, puis allez-y suivre peut-être les étapes en même temps que je l'explique. Donc, Papyrus, c'est la plateforme sur laquelle on peut faire nos dépôts, y compris le dépôt institutionnel. Ici, on doit cliquer sur Ouvrir une session. Mais très important, avant d'ouvrir une session, il faut aller s'inscrire, parce que si on ne s'inscrit pas, on ne peut pas ouvrir la session. Donc, il faut aller s'inscrire, puis par la suite, cliquer sur Ouvrir une session, mettre nos informations, donc notre courriel d'université et le mot de passe d'inscription, puis on s'identifie. Par la suite, on aura ce visuel, puis on doit cliquer sur Soumission. Donc, quand on clique sur Soumission, l'étape suivante, il faut sélectionner notre faculté. Puis après, on clique sur Suivant. Et on doit introduire toutes les informations en lien avec notre article ou notre mémoire, que ce soit maîtrise ou de thèse. Fait que, il faut juste suivre les étapes, description de votre article ou de votre mémoire, remplir tous les champs, puis téléverser notre article post-print ou la version finale de notre article. Ce qui est bon, c'est qu'on peut sauvegarder et quitter, on peut revenir par la suite pour finaliser le processus, mais c'est très simple, il faut juste remplir les informations puis soumettre.
Je vous ai mis aussi le guideline de Papyrus, donc comment on dépose un article ou un chapitre de livre de communication scientifique, etc. Je ne vais pas me répéter, c'est les mêmes étapes. Donc, on se connecte sur Papyrus, on remplit toutes les informations, puis on téléverse le fichier, puis on accorde aussi la licence de diffusion non exclusive ou sans embargo à l'Université de Montréal. Rendu là, quand on soumet notre article, ben, c'est l'équipe en arrière-plan de bibliothèque qui va travailler. Puis vous allez recevoir un courriel de confirmation pour le dépôt de votre article. S'il y a de quoi ou s'il y a de quoi qui manque, ils vont vous contacter, inquiétez-vous pas. Donc, à droite, la version du document qu'on dépose, comme j'ai dit, c'est la version acceptée qui est en vert. Puis, pour les questions pratiques ou qui sont courantes, quelle version? Donc, c'est plus la version PDF euh, de notre article. On doit inclure les informations telles que la bibliographie pour identifier euh, les citations et pour l'identification de quelques informations de notre article. On doit mettre le titre de publication, les auteurs et les autrices, la mention de type, est-ce que ça a été accepté par la revue, quelques informations sur la revue. Donc, très simple, il faut juste suivre les indications. Puis aussi, notre DOI d'article et la mention de la licence de Creative Commons. Ça aussi, il est sur le site de l'Université de Montréal de Papyrus. Puis comme j'ai dit, je vais vous partager la présentation pour avoir les liens directs. Maintenant, en ce qui concerne l'université de McGill, euh, moi je dirais que c'est la façon la plus simple ou la façon de procéder la plus simple de l'université de McGill. En fait, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'envoyer un courriel à eScholarship Library mcgill.ca, puis mettre les informations. Puis on va aller voir c'est quoi les informations, mais c'est les mêmes informations qui sont sur le form, l'option 2 y compris notre PDF de version finale d'article. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option de form, fait qu'il faut aller sur le e-scholarship Open Access Repository Submission Form, puis on remplit les informations. Donc, la faculté, département, les informations additionnelles comme les citations, des oui, le titre, etc. S'il y a des choses spécifiques qu'on veut ajouter, puis on upload notre PDF, puis on soumet. Comme j'ai dit, s'il y a quoi que ce soit, l'équipe des bibliothécaires vont vous contacter pour clarifier des informations ou pour vous poser des questions ou s'il y a d'autres trucs que vous devez compléter. Pour l'Université Concordia, eux autres, ils utilisent le Spectrum Research Repository. Donc, c'est, il faut se rendre sur la plateforme, cliquer sur Deposit Items, puis mettre ce login et suivre les étapes. C'est vraiment le même processus qui se répète pour toutes les universités quand ils ont des plateformes comme la plateforme de l'Université de Montréal. Puis ici, ils donnent les indications. C'est la même chose, toujours la version PDF, le DOI de l'article, le nom de la revue, le nom de l'article, l'année, volume, résumé, euh, toutes les informations qu'on a déjà mentionnées. Pour l'ICAM, ils ont Archipel. Puis c'est la même chose. Il faut se rendre sur Archipel, cliquer sur Déposer, se login, puis suivre les étapes qui sont pareilles comme les autres universités. Fait que, comme j'ai dit, j'aurais bien aimé vous faire une démonstration pour chaque plateforme, mais malheureusement, je n'ai pas accès. Vous pouvez y aller, même là, le temps qu'on se parle, puis découvrez ces plateformes. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment très, très simple. Il faut juste suivre les étapes de publication en libre accès. Donc, c'est pas mal ça pour le libre accès. Je sais que certains d'entre vous ont besoin de financement, par exemple. Donc, ici, je vous ai mis quelques ressources.
Donc, le repart peut rembourser jusqu'à 3 000 $. Je sais que là, le repart n'est pas très clair. Ça se peut qu'il n'existe plus ou euh, je sais pas. Mais anyway, pour le repart, il rembourse 3 000 $. Le RQRV, il rembourse jusqu'à 3 000 $. Les FRQ jusqu'à 2 000 $. Le Bureau des initiatives libres de l'Université de Montréal jusqu'à 1 500 $. Bibliothèque de l'Université McGill, ça dépend selon la revue. Et l'Université de Sherbrooke pour les fonds de soutien à la diffusion en libre accès, ils peuvent rembourser jusqu'à 2 000 $ des frais de libre accès. Mais comme j'ai dit, pour éviter payer, se faire rembourser, on peut passer par le libre accès en dépôt institutionnel. La plupart des grandes revues, ils l'offrent. Euh, on ira vraiment payer avec peut-être des revues qui sont plus ou moins spécifiques à vos besoins. Fait que c'est pas mal ça pour le dépôt institutionnel. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous répondre. C'est sûr que je ne suis pas un bibliothécaire ou un spécialiste de libre accès, mais on essaie d'échanger les informations. Et si vous, vous avez une information aussi, ça m'intéresse de savoir ou de l'ajouter au contenu. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Bon, je suis pas encore super familière avec tous ces termes-là, donc je suis un petit peu confuse. Je vais Ouais. juste clarifier quelque chose. Donc, si on est subventionné par FRQ, il faut que notre article soit en accès libre. Si on veut le déposer dans une revue qui respecte pas les critères, est-ce que on ne dépose pas du tout dans cette revue-là ou c'est là qu'on va faire un dépôt institutionnel à côté? Euh, oui, quand on dit ça répond pas aux critères, vous voulez dire que elle n'offre pas le libre accès ou Oui, c'est ça. Ben, avec l'exercice qu'on a fait tantôt, là, ouais, ouais, c'est ça. ouais. Ben, comme j'ai dit, la plupart ils l'offrent. Donc on Ouais. a soit faire le dépôt en dépôt institutionnel, soit choisir un libre accès payant, mais le voie, je vais revenir juste pour les voies. Ouais. Donc, soit voie dorée, puis les dépenses sont admissibles. Celle qui est à gauche, les revues qui sont déjà en libre accès, ça c'est accessible à tout le monde. Si c'est des Ouais. revues à abonnement, donc on passe par le dépôt institutionnel. OK. Si par exemple, vous avez besoin précisément d'une revue en particulier, mais qu'elle ne répond pas à ces exigences. De Mhm. préférence, on change de revue, mais si c'est vraiment le choix pour une raison, ben, on fait notre dépôt. Il ne va pas être libre accessiblement, mais on parle vraiment d'un cas qui est très rare. OK. Euh, c'est pas vraiment une exigence si moi, sur 100 articles, je vais déposer 5 qui ne sont pas en libre accès, il y aura un grand problème. Non, c'est pas vraiment comme si on fait pas un article en libre accès, donc on va se faire taper sur les doigts. Ça peut arriver, comme j'ai dit, ça peut arriver qu'il y a des articles qui n'existent pas. De Mhm. préférence, on répond aux exigences, mais s'il y a aucun moyen ou aucune solution, de toute façon, on va faire notre dépôt d'articles dans cet article qui ne répond pas aux exigences. Mais comme j'ai dit, en général, on essaie de trouver une solution. Parfait, ça clarifie. Merci. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai Est-ce- une question. Dans le fond, la présentation aujourd'hui, parce qu'on va devoir, moi, je vais vouloir la réutiliser et la partager peut-être. On va avoir accès au PowerPoint, à l'enregistrement, de quelle façon? Ben, l'enregistrement, il va être fait sur le site du CRIR. OK. Puis le PowerPoint, je peux vous le partager. Je vais voir si je peux le faire normalement. Je peux le faire sur Zoom. Peut-être tu peux nous l'envoyer après, là. Oui,
Pas de Oui, ou problème. sinon, je peux C'est juste qu'il y a, l'envoyer. il y a- il y a vraiment des beaux tableaux qui résument bien, là. Ça va nous faciliter la tâche. Merci. Oui, 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 oui. Je l'ai partagé sur Ah, OK. Zoom, là. Fait que c'est OK. ça. Puis, je t'autorise de le partager. Oui, ah bon, parfait, parce que, ouais, Il y ça va a, être il y a- utile. Ben oui, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. OK. C'est ma présentation, mais de toute façon, c'est comme. On va le partager sur le site du CRI, fait que, Être en avec libre plaisir, accès, Claire. finalement. Exact. Comme je dis, même vous, si vous avez d'autres idées ou si vous avez euh, d'autres informations sur le libre accès, euh, n'hésitez pas à m'écrire comme oui, il y a des nouveautés, oui, il y a des choses. Puis c'est ça, moi, l'équipe des Axes, on essaie de faire 2 sessions de drop-in sur le libre accès. Euh, c'est ça, on essaie de s'adapter aussi à ce qui existe en matière de mise à jour des FRQ et tout. Comme j'ai dit, c'est vraiment un travail pour moi, un travail d'équipe. Fait que s'il y a de quoi, faites-moi signe. Super, merci beaucoup. Yes, ça me fait plaisir, Claire. Est-ce que il y a d'autres questions? Et n'hésitez pas vraiment comme je dis, c'est beaucoup plus pour moi un peu familial ce genre de session drop-in. Donc c'est entre nous. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question. Même moi, je ne suis pas spécialiste de libre accès. Fait que gênez-vous pas s'il y a de quoi. Si vous avez aussi des questions qui vous reviennent à l'esprit après cette session drop-in, fait, écrivez-moi, c'est sûr que je vais essayer de vous répondre. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra mettre fin à cette session drop-in. Mhm. Euh, fait que c'est ça. Ben, Merci. Merci ben, merci beaucoup beaucoup pour. encore. Ben, ça me fait plaisir, Claire. C'est Ça me très fait. clair. Oui, merci beaucoup. Puis, comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.